médecin, hépatologue pédiatre en fait. Et donc je vais vous parler de notre expérience dans le domaine de la pharmacothérapie ciblée, de la cholestase fibrogène familiale de type 2, également appelée PFIC2. Et donc on va passer de la crowd data à la maladie rare. Et donc, dans le service, dans notre expérience clinique, nous prenons en charge les enfants atteints de maladies du foie. Et parmi les maladies du foie de l'enfant, beaucoup d'entre elles sont des maladies cholestatiques, c'est-à-dire que le problème est une altération, une diminution de la sécrétion biliaire. Et à l'échelle cellulaire, et en particulier hépatocytaire, puisque c'est au niveau de l'hépatocyte qu'est initiée la sécrétion biliaire, un certain nombre de mécanismes ont été mis en évidence comme pouvant être impliqués dans différentes physiopathologies, de différentes pathologies génétiques qui, le plus souvent, sont révélées dès l'âge pédiatrique et dès les premiers mois de vie pour la plupart d'entre elles. Et la maladie dont je vais vous parler aujourd'hui, donc la PFIC2, est en fait une altération du transporteur canaliculaire BSEP pour Bile Salt Export Pump. C'est donc une protéine ABC qui transporte les acides biliaires depuis l'hépatocyte vers le canalicule biliaire. Et ce processus est critique dans la sécrétion biliaire parce qu'il constitue globalement la force motrice de la sécrétion biliaire. Alors, pour comprendre un tout petit peu mieux cette maladie, vous avez un hépatocyte normal, la protéine BSEP normale, un transport d'acide biliaire avec un flux biliaire normal. Chez les malades, des mutations bialléliques de la protéine BSEP conduit donc à cette maladie PFIC2 qui est autosomique récessive. Et donc chez les malades, l'absence de transport des acides biliaires dans le canalicule impacte la sécrétion biliaire, ce qui est donc responsable d'une cholestase. Et les manifestations cliniques de cette cholestase sont un prurite, c'est-à-dire le fait que les patients se grattent, et c'est souvent extrêmement handicapant pour les malades. Et de par l'absence de transport de ces acides biliaires dans le canalicule, il y a une surcharge hépatocytaire en acides biliaires, qui sont des molécules extrêmement détergentes, qui conduisent à une cytotoxicité responsable de lésions hépatocytaires, qui, sur le plan biologique, sont responsables d'une cytolyse hépatique avec une augmentation des transaminases, mais également d'un turnover hépatocytaire au sein du parenchyme hépatique, qui est illustré par une augmentation de l'alpha-fétoprotéine, mais qui fait également le lit d'un risque de dysplasie et de carcinome hépatocellulaire qui peuvent être observés dans cette maladie chez des patients dès l'âge d'1 an. Et donc, malgré des traitements, je dirais, non spécifiques de ces pathologies cholestatiques, les malades évoluent globalement défavorablement et la moitié d'entre eux sont transplantés avant l'âge adulte, soit parce qu'ils ont une cholestase trop sévère, soit parce qu'ils évoluent vers la cirrhose décompensée, soit parce que survient un carcinome hépatocellulaire. Et donc, dans le domaine de ces maladies de transporteurs, je dirais, canaliculaires ou apicales, comme par exemple dans la mucoviscidose, on a pu identifier différents types de mutations qui sont responsables de différentes conséquences au niveau protéique. Et en fonction de cette caractérisation, on va dire, génotypique et phénotypique protéique, on peut développer différentes stratégies de correction, parmi lesquelles donc, des stratégies de pharmacothérapie ciblée. Globalement, pour les mutations non-sens qui sont responsables d'un conon-stop, on peut envisager des protéines, d'utiliser des drogues qui permettent de sauter les conon-stops et induire une translecture. Mais nous nous sommes intéressés aux mutations faux-sens, et plus particulièrement aux mutations faux-sens qui étaient responsables de défauts de trafic de la protéine mutée. Et nous avons choisi d'utiliser une molécule qui est donc le 4-phénylbutyrate, qui est une molécule chaperonne, à la fois parce qu'existaient des données in vitro et in vivo dans d'autres lignées cellulaires que celles que nous avons utilisées, mais également dans d'autres maladies que la PFIC2, qui suggèrent que cette drogue est capable de corriger partiellement l'adressage apical de certains mutants faux-sens de protéines impliquées dans d'autres maladies. Donc. Et le deuxième point positif de cette molécule est qu'elle disposait déjà d'une AMM, parce qu'elle est utilisée comme chélateur, on va dire, de l'ammonium dans des maladies très particulières qui sont des déficits du cycle de l'urée. Donc, autrement dit, il existait des données de safety sur cette drogue. Et donc la stratégie que nous avons utilisée est assez simple. On a utilisé donc une lignée cellulaire hépatocytaire
qui est la lignée CAN10 développée dans l'unité 757 dans laquelle je travaille, qui est donc une lignée qui a l'avantage de développer, les cellules ont l'avantage de développer des canalicules, c'est-à-dire ces structures rondes qui reproduisent une polarité hépatocytaire qui est différente de la polarité, je dirais, simple qu'on observe dans les autres cellules épithéliales. Et donc nous avons utilisé un plasmide tagué GFP de la protéine d'intérêt, c'est-à-dire BSEP. Et nous avons d'abord utilisé la protéine sauvage et nous avons pu montrer que la protéine sauvage est correctement adressée au niveau des canaux bicules-biliaires, comme vous le voyez ici en épifluorescence. Ici, on confirme la présence des canalicules par l'existence de jonctions serrées. Ces données étaient confirmées par microscopie confocale, où on voit le comarquage de la GFP avec une autre protéine du canalicule. Et bien sûr, la protéine sauvage n'est pas retenue dans le réticulum endoplasmique et ne colocalise pas avec la calréticuline, ici utilisée comme un marqueur du réticulum endoplasmique. Donc, avec ce modèle au point, nous avons sélectionné un certain nombre de malades candidats à recevoir ce type de traitement. Au sein de ces malades, nous avons choisi ceux qui avaient évidemment des mutations qui pouvaient relever de ce phénomène. Et nous avons, par mutagénèse dirigée, reproduit les mutations dans notre modèle cellulaire. Et ici, vous voyez 3 mutations faux sens pour lesquelles l'analyse de la protéine mutée montre une rétention dans le réticulum endoplasmique. Et sur ce modèle, nous avons utilisé différentes conditions pour essayer de retargeter partiellement les protéines mutées. Et vous voyez ici, même si ce n'est pas encore très clair, qu'il existe un renforcement canaliculaire du marquage GFP pour le mutant R1128C, ce qui suggère la capacité de cette drogue à retargeter au moins partiellement les mutants. Alors, ces données illustrées ici en microscopie confocale ont été évidemment quantifiées en épifluorescence, et ce sont donc ces résultats qui sont les plus importants. Et vous voyez que pour les 3 mutants testés, à chaque fois, le 4-phénylbutyrate ici en vert améliorait le pourcentage de cellules chez qui la protéine mutée allait au canalicule. Alors, ce n'était pas aussi efficace que de mettre les cellules à 27 degrés, qui est une condition bien connue pour stabiliser ces protéines mutantes, mais qui n'est pas extrêmement pratique pour les patients. Et donc, fort de ces observations, nous sommes passés de l'in vitro à l'in vivo et nous avons proposé le 4-phénylbutyrate aux malades qui présentaient les mutations que nous avions étudiées au laboratoire. Et chez tous les malades, nous avons observé une diminution de la cholestase avec une réduction du prurite, une amélioration des paramètres biologiques, en particulier de la concentration d'acide biliaire dans le sang, et également une diminution de la cholestase histologique. Et puis, chez 2 malades, nous avons réalisé des biopsies hépatiques avant et après traitement, et nous avons observé, ici illustré pour un des malades, que la protéine BSEP qui n'était pas exprimée avant traitement devenait, certes anormalement, mais quand même significativement exprimée après traitement. C'est évidemment pas tout à fait le même marquage qu'un foie humain normal, mais c'est clairement présent, alors que ça n'était pas avant traitement. Chez 2 malades, nous avons pu collecter la bile et doser les acides biliaires dans la bile, et nous avons pu observer que sous traitement, les acides biliaires dans la bile étaient augmentés, ce qui suggère que le retargeting du mutant conduit à une amélioration de la sécrétion biliaire chez ces malades. Et donc, nous avons pu montrer donc, la preuve de concept de la faisabilité d'une pharmacothérapie ciblée par le 4-phénylbutyrate dans la PFIC2, mais il est fort à parier que c'est une stratégie qui peut évidemment être utilisée dans d'autres pathologies qui relèveraient des mêmes mécanismes. Et donc les questions que nous nous posons aujourd'hui et les développements à venir qui s'intègrent dans la thématique de la journée, c'est bien sûr comment trouver d'autres drogues qui pourraient soit être plus efficaces, soit fonctionner de manière synergique avec le 4-phénylbutyrate. Et donc il s'agit maintenant pour nous d'optimiser notre modèle cellulaire, de
travailler sur des clones éventuellement stables, puisque là on travaille en transfection transitoire, de travailler sur des lignées cellulaires qui se prêteraient mieux à du screening de chimiothèque et qui pourraient donc peut-être permettre de faire des tests automatisés, parce que là, il a fallu compter une par une les cellules. Et bien sûr, l'idéal serait également de disposer d'un test fonctionnel qui permettrait directement de mesurer le transport d'acide biliaire avec, sans, puis avec traitement. Et bien sûr, également de comprendre les mécanismes par lesquels ces drogues peuvent fonctionner et améliorer l'adressage canaliculaire pour essayer de jouer sur des synergies entre drogues. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie les gens impliqués dans ce projet.